Le monde de l'oison, ça continue. Vous le savez maintenant, sur France Info TV, on vous répond à 18h. Et d'abord sur ce premier thème qui s'affiche, porno, zone de non-droit. On vous répond avec Marie Maurice, réalisatrice de l'enquête qui passera sur France 2, Cache Investigation, tout à l'heure. Merci Marie d'être avec nous. Et Arthur Melon, bonsoir monsieur. Bonsoir. Délégué général du COFRAD, c'est le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant. Et évidemment, Myriam est avec moi. Bonsoir à tous. Vous connaissez le système, vous avez ce QR code, on vous répond en direct. Alors, certains de nos téléspectateurs ont forcément écouté cette première demi-heure et prennent des nouvelles de vous. La question de Paul, vous parliez, au début de votre reportage, vous parliez de Big Pharma, comme on a pu parler de Big Tobacco ou de Big Porno, ouais, comme Big Parfum. Et bien alors justement, Paul vous demande, est-ce que l'industrie de la pornographie a exercé des pressions sur l'équipe de Cache au même titre que d'autres industries dans le passé? Non, parce que d'abord c'était très difficile de les trouver puisque ce sont des gens extrêmement secrets qui s'affichent très peu dans les médias. On le montre d'ailleurs dans le documentaire. Les dirigeants de MindGeek ne se sont affichés qu'une seule fois. Stéphane Paco, le dirigeant de Xvideo, n'est jamais apparu en public. Donc déjà il fallait les trouver. Et ils nous ont laissé travailler de manière relativement tranquille. On a compris en discutant effectivement de ci, de là qu'ils savaient qu'on enquêtait sur eux. Mais très honnêtement, on a pu travailler assez tranquillement. La question de Maë, comment se peut-il que des actes de torture ou de barbarie, comme les dénonce la ministre, soient en accès quasi libre au grand public sur Internet ? Je vais peut-être d'abord répondre, et peut-être que vous voudrez répondre ensuite, mais ce qui est sûr, c'est que en fait, des bandes annonces de ces vidéos, de ce qu'on appelle du porno hardcore, donc du porno violent, sont en libre accès sur ces sites et notamment sur les grandes plateformes gratuites, parce qu'en fait, ces plateformes gratuites ne contrôlent toujours pas aujourd'hui la majorité des utilisateurs. Il suffit de cliquer sur un bouton pour dire que on a 18 ans. Et on va dire que l'explosion des grandes plateformes gratuites a amené, selon certains, des dérives dans la mesure où, en fait, vous avez tellement de choses à disposition sur les plateformes gratuites, tellement de types de contenus, pour convaincre des utilisateurs de payer pour des vidéos, vous devez leur offrir des contenus qu'ils ne trouveront pas sur les plateformes gratuites. Donc, des contenus de plus en plus violents. C'est en tout cas la lecture qu'en font plusieurs actrices avec lesquelles on a, nous, discuté pour la préparation de ce sujet. La question d'Arthur, alors c'est des questions, il n'y a pas forcément de réponse, mais je vous les pose, celles que nos téléspectateurs se posent. Comment savoir si une femme a été violée sexuellement dans une vidéo à caractère porno ? Encore faut-il savoir qui est cette femme, encore faut-il la retrouver, encore faudrait-il pouvoir lui parler, c'est compliqué en fait, c'est compliqué. Ce contrôle ne peut pas s'exercer par celui qui regarde. Il ne peut que forcément se faire en amont par les autorités, puisque vous nous expliquez que ceux qui sont en charge de ces sites-là ne le font pas, ce contrôle. A priori non, et même eux en regardant la vidéo, d'ailleurs c'est toute la question en fait. En regardant la vidéo, s'il y a un doute, est-ce qu'il vaut mieux du coup aller dans le sens de la précaution, de dire on ne publie pas cette vidéo parce qu'il y a vraiment un doute, ou dans le doute, comme on n'est pas sûr, on la laisse passer. C'est toute l'ambiguïté en fait de ce système de modération quand il n'est pas appliqué de façon systématique. Et vous expliquez dans votre doc, si je peux me permettre, bien sûr. Que le nombre de vues alimente cette industrie ou ce type de vidéo, peut-être pour répondre à Arthur à sa manière, qui essaie peut-être, en tant que consommateur, peut-être j'imagine, de films porno, de se demander comment lui peut agir. En ne les regardant pas, est-ce qu'on empêche aussi le fait qu'elles puissent pulluler ? En ne les regardant pas, en tout cas, on amoindrit un peu le chiffre d'affaires généré par une vidéo qu'on ne va pas regarder, et peut-être que ces sites-là, qui évidemment vont dans le sens des contenus les plus regardés, se diront que ce contenu-là, il est moins rentable, donc peut-être qu'ils vont en produire moins. C'est peut-être une solution, j'en sais rien, mais la question mérite d'être posée, ouais. La question d'Alix, pensez-vous que les images véhiculées, notamment celles de la femme par les films porno, se retrouvent, c'est pareil pour les enfants, j'imagine, se retrouvent ensuite dans la société ? Peut-être pour Arthur Melon. Oui, bien sûr, il y a des études qui montrent que la pornographie, ça a une influence sur la culture sexuelle, sur la construction de la sexualité des enfants. Donc, on parle bien évidemment de contenus qui peuvent être choquants, qui peuvent présenter un psychotraumatisme pour les enfants, mais ça a aussi un impact pour les décennies à venir et la manière dont notre société va vivre sa sexualité. Comment est-ce que aujourd'hui la pornographie peut avoir un impact sur les stéréotypes sexistes, racistes, sur les violences qui sont perpétrées, sur les normes corporelles, sur les scénarios à toujours répéter dans les actes sexuels.
Tout ça, on le sait, ça a été démontré par de nombreuses études. Donc, la question de la pornographie, ça pose des questions de santé publique et de sexualité à l'échelle nationale. La question de Ali, l'entrée pour les mineurs sur les sites pornographiques étant mal vérifiée, en est-il de même pour les vidéos amateurs sur Internet ? Je me permets de répondre. En fait, aujourd'hui, personne ne vérifie décemment l'âge des mineurs sur Internet. En tout cas, certainement pas les 5 plus grosses plateformes qui captent des millions de vues chaque jour. Et c'est bien là le problème, c'est que en fait, on est en train de laisser une industrie fleurir depuis des années au mépris de lois qui existent depuis 30 ans et pour lesquelles on a visiblement aucun gouvernement qui s'est véritablement attaqué au problème et qui a essayé de faire appliquer les lois qu'ils ont eux-mêmes contribué à faire voter. Et il y a eu des propositions sur la double identification pour montrer une pièce d'identité, etc. Mais à chaque fois, ça n'aboutit pas. En fait, il faut remettre la responsabilité au bon endroit parce que on essaye de demander au gouvernement ou à l'administration de trouver des solutions. Mais aujourd'hui, qui est responsable de trouver des solutions ? Ce sont les entreprises multinationales qui décident de faire commerce de ce type de contenu. Et on est en train d'essayer de les dédouaner de leurs responsabilités en leur disant « vous en faites pas, on va faire plancher l'administration », c'est-à-dire en fait aux frais du contribuable, sur les solutions techniques qui vont vous permettre de ne pas du tout remettre en cause votre business model et de continuer à déverser vos contenus. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a depuis 1994 une loi qui interdit la diffusion d'images à caractère pornographique qui sont susceptibles d'être vues par des mineurs. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre en application cette loi ? On a depuis 2020... Je vous laisse continuer, mais c'est la question de Jérôme à l'instant, en vous écoutant. Pourquoi ne pas interdire les sites pornographiques qui sont si faciles en accès ? Alors, il y a depuis 2020 une loi qui nous dit que le simple bouton « j'ai plus de 18 ans » ne suffit plus. Et que si un site internet est accessible à un mineur, l'Arcom peut saisir la justice qui prononce ce déréférencement. Cette loi, qui a demandé à la mettre en application ? Pas le gouvernement, puisque ce sont les associations, l'Open et le COFRAD, qui ont saisi l'Arcom pour justement assigner les 5 plateformes pornographiques devant la justice. On a également assigné Twitter devant la justice. Pas une nouvelle, ça fait 1 an. Les plateformes pornographiques, ça fait 3 ans. Aujourd'hui, on nous dit que ça ne marche pas, c'est pas assez rapide, il faut revoir la loi, mais en fait, personne ne s'est soucié de l'appliquer, cette loi. Personne. Et donc, on a aujourd'hui le gouvernement qui veut renverser la table en proposant un nouveau dispositif qui est une véritable usine à gaz qui va compliquer considérablement les directives qui sont aujourd'hui en vigueur, qui sont d'une simplicité absolue. Si un site laisse des mineurs avoir accès à ces contenus pornographiques, il doit être déréférencé. Alors, il y a Jackie qui vous écoute et qui est peut-être un internaute aguerri et qui vous pose cette question. Pourquoi les opérateurs ne bloquent pas les sites porno ? Ils bloquent bien les sites pour télécharger illégalement les films. Alors moi je pose effectivement la question, on a des systèmes de vérification d'âge pour plein de domaines. Pour entrer dans un casino, il faut présenter sa carte d'identité. Pour acheter de l'alcool, on peut demander une carte d'identité. Pour aller sur un site de paris sportif, on peut demander la carte d'identité. Là, pour la pornographie, on ne sait pas pourquoi, on est extrêmement scrupuleux de la vie privée des données personnelles. Alors là, vraiment, ce sont les parangons des données personnelles. Je ferai juste remarquer que on a en France des applications sur lesquelles, des applications de rencontres sur lesquelles on a des millions de Français qui renseignent leur orientation sexuelle, leur religion, leur orientation politique. Ça ne pose de problème à personne. Et là, pour protéger les mineurs, on dit qu'il va falloir vraiment mettre en place des solutions pour vérifier l'identité. Et là, ah non, attention, il faudrait quand même vérifier la vie privée. Donc, je comprends pas ce 2 poids 2 mesures, si ce n'est une pudeur, une morale au nom de la pornographie qui serait au-dessus des lois. Camille, cette question peut-être, quelles sont les conséquences d'une exposition précoce à la pornographie pour nos ados ? Peut-être vous donniez des chiffres en première partie. Alors c'était les chiffres de l'Arcom, mais vous me direz si je me trompe. 2 300 000 mineurs par mois passent du temps sur un site pornographique. Voilà, presque 51% des 12-13 ans. 21% des 12-13 ans. Et parfois, c'est la durée moyenne, c'est 50 minutes
pour des jeunes garçons, 50 minutes par environ mois, quand ils 50 vont... minutes par mois. Voilà. C'est ce que disait Laurence Pécoré-Vollier, qui est membre du collège de l'Arcom dans le documentaire, c'est que ils se sont rendus compte avec cette étude que en fait les mineurs n'allaient pas sur les sites pornographiques par hasard. C'était un peu ça leur question. C'était ils cliquent sur un pop-up, voilà, ils y vont un certain temps. Et effectivement, c'est 21% des enfants de 10 ans, c'est 51% des garçons de 12-13 ans, un tiers chez les filles. Donc après, je pense que sur les conséquences, monsieur saura sans doute mieux répondre que moi, mais c'est vrai que pour être très honnête, nous, quand on a reçu l'étude de l'Arcom, on s'attendait pas à avoir de tels chiffres. C'est la première fois. Augmente. Voilà, c'est la première fois qu'une étude quantifie réellement, en tout cas, la fréquence de visite des mineurs. Et très honnêtement, on a un peu tombé de notre chaise quand on a reçu cette étude. Oui, ça veut dire qu'il y a une banalisation dans les cours d'école de la consommation de vidéos pornographiques. 2 millions, presque 2 millions et demi. Un enfant sur deux de moins de 15 ans sur des sites pornographiques chaque mois. Les conséquences de cette exposition précoce à la pornographie ? Les conséquences, c'est beaucoup de complexes sur son propre corps, beaucoup de stéréotypes aussi sur la manière dont devrait être le corps de l'autre, des standards sur la forme du corps, sur l'épilation, sur les pratiques qui doivent être absolument faites si on veut avoir soi-disant un vrai rapport sexuel. C'est aussi une banalisation de la sexualité. On a aujourd'hui des adolescents, des adolescentes qui disent non, on n'a pas eu de rapport sexuel, on a juste fait une fellation, c'était pas un rapport sexuel. Donc ça a un vrai impact sur la construction de la sexualité, sur la violence symbolique qu'on s'inflige par rapport à la confiance qu'on va avoir en soi et sur la violence aussi qu'on peut infliger aux autres. La question d'Éric qui vous écoute à l'instant et qui vous demande, n'y a-t-il pas des gendarmes du web, comme pour la pédophilie ? Bien sûr, il y a des gendarmes du web qui sont aujourd'hui sous-dotés selon nous. Les procédures, c'est vrai, sont trop longues. Encore une fois, ça fait 3 ans que nous avons assigné les sites pornographiques devant l'Arcom et la justice. Et notre solution, selon nous, c'est de donner plus d'argent à la justice pour qu'il puisse y avoir des procédures traitées plus rapidement avec des équipes étoffées. Aujourd'hui, la réponse du gouvernement, c'est plutôt de dire, plutôt que de donner à la justice les moyens de faire son travail, on va court-circuiter le juge et on va passer par l'Arcom, ce qui est une pratique de plus en plus courante, de court-circuiter la justice pour donner à l'administration le pouvoir de sanction. Nous, on trouve ça périlleux et on aimerait que la loi actuellement en vigueur, qui a été validée par la Cour de cassation sur le plan de sa constitutionnalité, que cette loi, elle soit appliquée et qu'on se donne collectivement les moyens de l'appliquer. Alors, le Haut Commissariat à l'égalité parlait des actes de violence, de torture, parfois de barbarie dans les sites pornographiques accessibles. Cette question qui nous est posée par Charlie. L'appât du gain est-il si grand pour ces actrices et acteurs qui acceptent de subir de tels actes, demande-t-il ? Je pense que c'est beaucoup plus ambigu que ça. En tout cas, c'est ce que nous explique l'actrice qui témoigne anonymement dans le documentaire. C'est que on parle d'un secteur où il y a 2 très grands acteurs qui tiennent l'essentiel du marché. Et donc, quand vous êtes acteur ou actrice, si vous voulez travailler de façon régulière, il faut accepter de travailler pour eux. Sinon, vous ne travaillez pas. En tout cas, c'est ce que nous explique une actrice. Et après, il y a effectivement l'ambiguïté des tournages, de la même manière que nous le raconte cette actrice, où au bout d'un moment, quand vous êtes dans la scène, vous avez fait un certain chemin dans la scène. La question se pose de continuer. Si vous ne continuez pas, vous risquez de ne pas être payé. Donc voilà, il y a effectivement, je pense que le fait que ce secteur-là appartienne à 2 très grands groupes contraint forcément les gens qui y travaillent à peut-être plus se plier aux règles de ces groupes-là. Et pardon Marie, je renchéris sur ce que vous dites, mais vous montrez aussi dans votre reportage qu'il y a une surenchère aux pratiques dégradantes, qu'il y a une surenchère à la violence, que le patron du fameux site X Vidéo est lui-même présent et chatte avec ses consommateurs pour jauger les pratiques les plus violentes qui suscitent des vues et que les actrices sont priées de faire telle ou telle pratique et qu'il y a un chiffre à la clé et que si elles font plus, elles auront plus. Il y a bien ce deal-là dans ce que vous montrez. En tout cas, ce qu'on a perçu effectivement, et ça encore une fois, ce sont les actrices qui nous ont alerté là-dessus en nous disant mais regardez sur les forums, effectivement, c'est ce que je disais. À
précédemment, c'est que pour convaincre des gens de payer pour des vidéos, parce que ça a un coût ces vidéos, alors que par ailleurs ils ont tellement de vidéos gratuites à disposition sur les plateformes gratuites, il faut bien que vous puissiez leur offrir ce qu'ils ont envie de voir. Et donc quand un consommateur vous explique qu'il veut voir tel acte dégradant ou tel acte violent et que vous vous rendez compte qu'il n'y en a pas qu'un mais qu'il y en a plusieurs, finalement pour faire du chiffre d'affaires, c'est en tout cas ce que dénoncent les actrices. Voilà, c'est cette tendance à ce qui était extrême il y a 20 ans serait devenu la normalité sur les plateformes gratuites, c'est ce qu'elles disent. Et donc aujourd'hui, sur les plateformes payantes, on est dans l'extrême plus. Alors là, on parle des actrices et j'aimerais qu'on revienne sur la question d'Ali tout à l'heure parce qu'on a répondu au début de sa question, mais pas à la deuxième sur les vidéos amateurs sur Internet, parce que votre documentaire s'ouvre là-dessus. On parle des actrices qui ont joué dans des films porno qui sont accessibles à tous, mais c'est pas forcément toutes les femmes qu'on voit sur ces sites. Est-ce que Ali parle des gens qui sont dans les vidéos ou des gens qui visitent les sites? Non, je crois que là, il parle, puisqu'il dit l'entrée pour les mineurs sur les sites pornographiques étant mal vérifiée, en est-il de même pour les vidéos amateurs sur Internet? Alors moi, tel que je l'ai compris, c'est est-ce qu'on vérifie les vidéos amateurs qui sont mises sur ces sites-là? Ça dépend des sites. La modération n'est pas forcément systématique. Il y a certains sites qui ont des moyens de s'assurer, notamment des systèmes d'analyse numérique qui ont les moyens de s'assurer que les gens qui sont dans les vidéos sont a priori majeurs. Mais là où il y a une véritable faille, c'est qu'à partir du moment où, à l'heure actuelle, la plupart des grands sites ne demandent pas de façon systématique les documents d'identité de toutes les personnes qui apparaissent dans les vidéos, comment vous pouvez déterminer si une personne qui a l'air d'avoir 16 ans à 18 ans ou à 14 ans est majeur ou ne l'est pas. Donc pour l'instant, tant que cette faille-là n'est pas corrigée, il y a certaines plateformes où c'est compliqué de le savoir. Arthur. Là aussi, j'aimerais qu'on rappelle une loi qui est que si une personne a l'aspect d'un mineur, on n'a pas besoin de savoir si elle a vraiment 17 ans ou si en fait elle a 20 ans. Le simple fait qu'elle ait l'aspect d'un mineur peut être considéré comme un document à caractère pédopornographique et il faut qu'il soit établi qu'au jour du tournage, cette personne était bien majeure. Donc je pense qu'on est en train de regarder ce phénomène et ce business comme si c'était tentaculaire et comme si on avait une impossibilité de lutter contre ce phénomène, alors qu'en fait, je pense qu'on ne se donne pas les moyens d'appliquer la loi. Pornhub ne sera aussi puissant que la puissance qu'on lui permet de déployer. Et si à un moment, on ne rappelle pas quelle est l'autorité en France, c'est-à-dire l'autorité de la justice, l'autorité des administrations en charge de faire ces contrôles, eux, ils vont continuer. Il faut juste qu'on se donne les moyens d'appliquer les lois qu'on a votées. Sur les films amateurs, il y avait aussi, je voulais peut-être vous emmener là sur la question du consentement. Il y a des femmes, leur entourage leur apprend qu'il y a une vidéo d'elles intime qui débarque sur ces sites-là. Et il y en a qui ne le sauront jamais parce qu'en fait, elles ne verront jamais ces vidéos, elles ne savent même pas que ces vidéos circulent quelque part. Je reviens toujours à cette question de la modération. Il y a des sites qui aujourd'hui, effectivement, demandent systématiquement une pièce d'identité, une preuve de consentement de toutes les personnes qui sont sur une vidéo qui s'apprête à être mise en ligne. Il y en a d'autres qui ne le font pas. Et c'est vrai que vous trouvez aujourd'hui sur Internet, et c'est ce qu'on essayait de montrer au début du film, tout un tas de vidéos amateurs, pour certaines très anciennes. Il y a des vidéos qui ont 10 ans, qui tournent depuis 10, 15 ans, de gens dont tout laisse penser dans la scène, dans la situation, dans les propos tenus, dans la qualité de l'image, etc., que ce sont des vidéos qui étaient destinées à rester privées, en somme. Kate, que vous montrez, sa vie a volé en éclats après qu'elle se soit retrouvée contre son gré dans une vidéo intime qu'on a publiée 10 ans après. Sa vie est foutue. En fait, les 2 vidéos sont même restées en ligne pendant 10 ans sans qu'elle le sache. Et elle l'apprend par hasard par 2 de ses copines qui lui disent dis donc, tu te rappelles de ce type avec qui tu avais une relation quand tu étais jeune, il a un compte sur Pornhub et en fait, on a vérifié, t'es dessus. En fait, c'était les 2 premières vidéos qu'il avait mises en ligne sur son compte Pornhub. Donc, et ce qui est très dur à vivre pour elle, et c'est ce qu'elle nous explique, c'est que par définition, c'est un site international. Donc, elle ne sait pas qui a vu ces vidéos à l'époque où elles étaient encore en ligne. Elle dit, ça peut être mon voisin, ça peut être quelqu'un que je vais rencontrer dans un pays en partant en vacances. Il y en a des millions. Voilà. Millions de vues. La question de Ndekyo. Existe-t-il un moyen pour que les parents puissent bloquer l'accès aux sites porno dans les téléphones de leurs enfants ? Souvent, on parle du contrôle parental. Le contrôle parental, c'est une solution parmi d'autres. Je pense que les parents, ils sont pour la plupart dotés de bonnes intentions et ils sont un petit peu dépassés par le phénomène et ils sont en attente de solutions, ils sont en attente d'accompagnement. Les solutions technologiques
ça doit faire partie du panel, mais c'est pas la panacée parce que ça n'aura jamais une efficacité totale. Enfin là, si on peut bloquer, est-ce que vous pouvez juste nous dire, est-ce que oui, il y a une technique pour bloquer, pour pas voir les scènes horribles que Marie décrit dans son reportage avant de discuter avec son enfant des risques? Est-ce qu'on peut bloquer? Non, moi je suis pas d'accord avec vous. C'est avant, on parle avec son enfant. Et pendant ce temps-là, on peut aussi mettre en place des contenus. Parce que si on attend de mettre en place tout un arsenal technique et qu'on se dit « on verra plus tard quand mon enfant tombera sur du porno », c'est trop tard. Donc c'est l'inverse. Il faut d'abord parler d'éducation, il faut d'abord faire de la prévention et la solution technologique, elle vient en renfort de ça. Elle ne doit pas remplacer ce travail parental et ce travail éducatif, notamment l'éducation nationale. Il faudrait qu'on y revienne. Donc ce que vous dites, c'est l'illustration qu'on prend les choses à l'envers. On va miser sur le tout technologique et puis comme ça, on pourra continuer le même manège qu'avant. Les enfants seront protégés. Non, les enfants tôt ou tard, ils vont tomber sur des contenus pornographiques. Et si on attend qu'ils soient déjà tombés sur les vidéos, qu'ils aient des questions, qu'ils soient traumatisés et qu'on arrive après en pompier, en fait, on a raté le coche. Donc, les solutions pour les parents, c'est d'abord de se dire que c'est jamais en fait trop tôt et que les enfants tomberont plutôt sur les images pornographiques qu'ils ne pensent. C'est aussi de travailler sur la prévention collective. Et donc, j'aimerais parler de l'éducation nationale. Je vais vous laisser le faire. Je vais vous montrer cette question et ça montre aussi qu'il y a une crispation par rapport à l'éducation nationale. On le sait avec nos équipes de Vrai ou Faux qui luttent contre la désinformation sur l'éducation sexuelle et notamment à partir de quel âge. Et dans l'éducation nationale, il y a beaucoup de choses fausses qui sont dites. La question de l'AENA, il y a plusieurs choses et puis j'aimerais bien que vous réagissiez. Y a-t-il vraiment une loi qui stipule qu'il faut enseigner et initier les enfants à l'éducation sexuelle? Pourquoi cette loi? Qu'est-ce qui a poussé à faire cette loi? Je ne comprends pas, sinon cette loi va juste alimenter ce problème de pornographie déjà connu. C'est important, donc, je pense qu'on la pose. Donc je vais dire les choses très clairement. On va pas apprendre à vos enfants à se masturber. On va pas leur montrer des corps nus en pagaille. L'éducation à la sexualité, c'est pas pervertir la moralité des enfants. L'éducation à la sexualité, c'est avant tout transmettre des compétences psychosociales. Comment je peux dire non? Comment je demande de l'aide à un adulte quand je suis dans une situation qui me fait du mal? Comment je vois chez l'autre qu'il y a un désaccord? Comment je l'exprime? Comment je me protège contre des violences et comment je les signale? Tout ça, ce sont des choses qu'on peut faire dès la maternelle. J'insiste, dès la maternelle. Et ça va avoir des conséquences positives sur toute la vie sexuelle, toute la vie affective et relationnelle. Donc, que les parents n'aient pas peur qu'on fasse des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle auprès de leurs enfants, c'est fait pour les protéger et il faut plutôt qu'ils aient peur qu'on n'en fasse pas assez. Juste un exemple. Pourquoi est-ce qu'on s'étonne lorsqu'une adolescente est victime de violences sexuelles qu'elle n'ait pas dit non? Mais en fait, est-ce qu'on lui a appris à dire non? Est-ce que depuis la maternelle, on lui a appris à faire la distinction entre ce qui est agréable et désagréable, ce qui est désiré et pas désiré, et de se dire quand on fait quelque chose qui est contre mon consentement, comment je réagis? Ça, on ne leur apprend pas. Et c'est la base. Et il faut que les parents demandent à leur école de mettre en place ces séances qui sont prévues depuis 2001. Et la question du consentement est aussi au cœur de votre reportage. Je peux poser une question? Non. C'est juste pour aller au bout de ce que vous dites. Depuis cette loi-là, il doit y avoir au moins 3 cours à l'éducation sexuelle par an dans chaque classe. Est-ce que déjà ça, on le tient? Non, on ne le tient pas du tout. On le tient ni sur le plan quantitatif, ni sur le plan qualitatif. C'est-à-dire que au mieux, les ados ont 2 séances peut-être au cours du collège, et ça va beaucoup être axé sur des questions biologiques, la grossesse, la contraception, les IST. En gros, on va dire aux enfants, attention, la sexualité, c'est très dangereux. Voilà comment on évite d'avoir des bébés, voilà comment on évite d'avoir le sida. Mais la sexualité, c'est pas que ça. La sexualité, d'abord, c'est aussi du plaisir, et c'est surtout du relationnel, du respect, des émotions. Comment est-ce que on explore en toute sécurité sa propre sexualité et comment on fait en sorte de respecter l'autre. Aujourd'hui, on est très très loin de ça. Les enfants ne connaissent pas la loi. Les enfants, on ne leur explique pas comment avoir des compétences psychosociales de base pour bien vivre en société. On va juste leur faire peur en 4e et ensuite on estime qu'on a fait notre boulot. La question de Lily, comment peuvent se reconstruire les victimes des sites pornographiques? L'actrice que vous avez rencontrée, elle se porte bien? Lenka, celle qui témoigne à visage ouvert, oui, ça va, elle se porte bien, elle est mariée, elle a monté sa petite entreprise.
moi, je pense surtout à Kate, notre victime américaine. En tout cas, elle se décrit même pas d'ailleurs comme une victime. C'est ça qui est étonnant. Dont la vidéo intime a été publiée à son insu. Et elle estime que ces 2 vidéos ont été vues entre 4 et 5 millions de fois. Aujourd'hui, Kate, ça a bouleversé sa vie. Elle y a perdu son mariage, elle y a perdu son emploi, elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique. Et même ce qui est compliqué pour elle, c'est qu'elle a le courage de témoigner et que ce matin encore, elle me disait, évidemment, je le fais pour la cause parce que j'ai pas de honte à avoir. Et elle-même s'inquiétait quand même des réactions qu'elle pouvait avoir à la suite de la diffusion de gens qui allaient lui dire, mais en fait, tu l'as bien mérité parce que tu n'aurais jamais dû accepter de tourner ces vidéos, même si en l'occurrence, une des 2 vidéos, elle n'y avait pas consenti, elle ne le savait pas. Donc voilà, mais malgré tout ça, elle décide aujourd'hui d'utiliser cette histoire qui a détruit sa vie en espérant que ça va changer quelque chose pour les femmes qui aujourd'hui sont en ligne et ne le savent pas. Je peux glisser une question. Ça pose sur ces femmes qui sont filmées à leur insu. On les entend dans les vidéos dire mais tu filmes, mais tu m'as pas demandé, mais moi je veux pas. Est-ce qu'on a un recours? Est-ce que si après une femme, pour celles qui nous écoutent, pour les garçons qui se sentent filmés alors qu'ils n'ont pas envie, est-ce qu'ils peuvent aller porter plainte? Est-ce qu'ils peuvent appeler un numéro? Est-ce qu'on a un recours? Vous avez différentes plateformes, vous avez Pharos, vous avez Point de Contact, vous avez des plateformes qui permettent aux internautes de signaler des contenus illicites ou de signaler le fait qu'ils ont été victimes de différents types de cybercriminalité. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est face à un océan et que les moyens ne sont pas suffisants. Il faut considérablement renforcer ces dispositifs pour qu'ils puissent faire face à l'afflux des demandes et il faut faire connaître ces dispositifs auprès des internautes. Aujourd'hui, qui connaît Pharos? Qui connaît Point de Contact? Personne. Donc là aussi, il faut faire un travail d'information auprès du grand public. Alors, il y a parmi nos téléspectateurs, évidemment, puisque si ces sites ont un grand succès, c'est que les sites pornographiques attirent. Manu demande, existe-t-il des sites X qui prôneraient des productions pornographiques plus éthiques? Il y en a qui revendiquent effectivement de produire des films plus éthiques, avec des systèmes de consentement. Il y a un certain nombre d'actrices en fait qui ont quitté le monde des grandes plateformes pour se lancer dans leur propre production, effectivement. Cette dernière question, puisqu'on a quelques secondes, et c'est un peu le nerf de la guerre, vous l'expliquez, comment nous dit Rico, et qui rémunère les plateformes qui mettent en ligne ces vidéos? C'est vous, les visiteurs, en fait, puisque ces plateformes gratuites se rémunèrent sur les revenus des espaces publicitaires qui sont placés sur les pages des vidéos qui sont en ligne. Donc, à chaque fois que vous allez voir une vidéo sur une grande plateforme gratuite, Pornhub ou Xvideo, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous avez des pubs, vous avez des pubs en vidéo, et c'est vous, en fait, qui faites gagner de l'argent à ces plateformes-là. Merci beaucoup Marie. Cache Investigation, porno, un business impitoyable, tout à l'heure sur France 2 à 21h. Merci beaucoup Arthur Melon, Conseil français des associations pour les droits de l'enfant, Pharos. Contact. Pharos et Point de Contact. Point de Contact, voilà. Merci d'avoir rappelé ces recours. Tous les soirs, dans On vous répond, on débusque aussi le vrai du faux, et c'est le moment du vrai ou faux.